Sur donc le soutien par rapport, il faut toujours s'en souvenir, le soutien au Maroc vient essentiellement des pays, enfin de la France en particulier, de l'Espagne depuis 2 décennies à peu près, et bien sûr des États-Unis, surtout les États-Unis sur le plan sécuritaire. Pour la France, c'est beaucoup plus économique, psychologique. J'en parlerai tout à l'heure. Le lobby qui existe, les anciens, les officiels français qui sont nés au Maroc et qui ont gardé cet amour pour le Maroc, etc., qui jouent un rôle de lobby en faveur du Maroc et donc absolument opposé à l'autodétermination du peuple sahraoui. Évidemment, il y a aussi le soutien des monarchies du Golfe, principalement, surtout pendant la période de la guerre, comme vous pouvez le savoir. Très peu de gens en parlent, mais pendant la guerre entre les forces sahraouies et les forces royales, les FARC, les forces armées royales, l'Arabie saoudite en particulier payait pratiquement $1 million par jour pour financer la guerre du Maroc contre les Sahraouis. Donc ça, c'est connu, c'est pas un secret. Et bien sûr, à l'époque aussi, les États-Unis qui ont fourni pas mal d'armements, et Israël aussi, surtout lors de la construction du mur, hein, le mur qui fait 1700, je me rappelle plus, 2700 km. Donc tout ça avec le rôle de Westinghouse qui a pour l'électrification, etc. Sur la base légale, parce qu'il faut toujours le répéter, parce qu'aujourd'hui, on fait souvent fi de la nature réelle du conflit, de ses origines. On n'en parle presque plus. C'est comme, c'est là où j'ai vu cet aspect Israël-États-Unis, ou Israël tout court, et le Maroc. Où vous voyez, on oublie l'histoire, c'est-à-dire on transforme l'histoire pour qu'elle serve le présent, c'est-à-dire l'occupation. Soit des faits, on dit c'est l'histoire, mais il y a des centaines et des centaines d'années, soit le roi, soit le peuple qui était là, etc., etc. Et donc, on tend à oublier que même lorsqu'il y a eu, dans le cas d'Israël, la partition, on se retrouve maintenant, il n'y a presque plus, la notion de 2 États n'existe presque plus. Et dans le cas du Sahara occidental, c'est ce qui est l'objet de mon intervention ce soir, c'est qu'on oublie souvent qu'il devait y avoir un vote d'autodétermination du peuple sahraoui et que le territoire est un territoire non autonome et qu'il reste sur la liste des 15 territoires non autonomes, et chaque année, il y a un débat au niveau des Nations Unies en faveur de l'autodétermination, etc., que ce territoire doit être décolonisé, et ainsi de suite. Et vous voyez dans toutes les résolutions, lorsque Ben Ki-moon a parlé d'occupation, les Marocains ont fait tout un scandale. Comment vous pouvez parler de ça alors que c'est inscrit dans les documents des Nations Unies? C'est vrai, on ne le mentionne pas aussi souvent qu'avant, mais il est dans les textes. Et toutes les résolutions parlent du droit à l'autodétermination. Bien sûr, il y a eu de la magouille au niveau du Conseil de sécurité. On a changé pas mal de choses par rapport au droit à l'autodétermination qui est dans la résolution du 14 décembre 1960 sur l'indépendance, la déclaration de l'octroi de l'indépendance aux peuples coloniaux. Et
et bien sûr, aujourd'hui, on parle d'autre chose. On a mis cette notion d'autonomie qui veut absolument rien dire et qui est illégale par rapport au droit international. Ce n'est pas un occupant qui va vous dire comment que je vais vous laisser libre, c'est-à-dire je vous donne ce choix, c'est-à-dire vous restez chez moi sous ma souveraineté, etc. Donc, mais ce principe, il est le principe de l'autodétermination est un principe qui est un principe onusien qui existe toujours et qui a été appliqué au Timor oriental il y a des années de ça. Donc, c'est un cas d'ailleurs qui est similaire. Alors pourquoi et plus encore, il y a une mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Ce n'est pas une position idéologique, puisque ce sont les Nations Unies qui, au lendemain du processus de règlement, après le cessez-le-feu de 1991, le 6 septembre, si je ne m'abuse, il y a une mission des Nations Unies pour assurer le référendum. Et on est passé à travers plusieurs astuces, on fait ça, on fait cela. Et entre-temps, on continue les implantations comme on le fait dans le territoire occupé palestinien. On continue de construire. Les gens, oui, oh, c'est pas juste, oh, c'est pas ceci, cela, mais on continue quand même. Et on continue quand même parce qu'il y a une force derrière qui permet justement à l'occupant de faire ceci sans être inquiété par le droit ou par le chapitre 7 des Nations Unies de faire sortir. On l'a appliqué, le chapitre 7, concernant l'occupation du Koweït par l'Irak. On a fait jouer ce principe et on est intervenu, on a fait sortir. Les États-Unis avaient refusé le chapitre 7 dans les années 70 pour faire sortir le Maroc après l'histoire de la marche verte, etc., qui soi-disant était une marche pacifique, civile, etc., mais c'était des militaires qui s'installaient sur le territoire. Donc pourquoi y a-t-il une mission et que cette mission est là pour le décor? C'est-à-dire, elle ne prépare pas un référendum, puisque ce référendum, les Marocains n'en veulent pas. La MINURSO est pratiquement contrôlée par le Maroc. Le Maroc avait décidé, après que Ben Ki-moon ait dit que c'était une occupation, on les a fait partir. Il a fallu un peu de pression de la France, des États-Unis pour qu'on les laisse revenir. Mais pourquoi il faut se poser ce genre de questions qui sont, à mon avis, fondamentales. Donc pourquoi ça... Donc, en tant que chercheur, on avait commencé, enfin, on a dit, bon, le roi du Maroc, quand même, Hassan II, en 1980, avait dit, je suis d'accord pour un référendum. Bon, on sait que ce n'était pas vrai, mais il l'a dit, parce qu'il était sous pression. À l'époque, les Sahraouis avaient la main haute au niveau des combats, etc. Il l'a répété en 83. Bien sûr, mais il n'a jamais. Mais on se pose la question, pourquoi il a fait marche arrière, il ne l'a pas fait, pourquoi il n'a pas, enfin le Maroc n'a pas appliqué justement le référendum. Voilà. Mon hypothèse de travail est que le Maroc n'a jamais eu l'intention de tenir un référendum et, à mon avis, tout le monde le sait. Moi, j'avais interviewé un sous-secrétaire d'État américain, c'est quand même assez important, et qui connaissait très bien le sujet. Et je lui ai demandé, ça c'était en 2000, et il m'a dit, plus qu'un moment, il m'a dit, on sait que le roi ne va pas accepter, il ne veut pas. Ce n'est pas vrai, il n'a aucune intention. Il m'a dit, peut-être ce nouveau roi, peut-être qu'il a de meilleures intentions, mais en général, il ne veut pas. Et ça, c'est un fait établi. C'est-à-dire qu'il y a ce jeu qui existe depuis très longtemps. On dit quelque chose et on fait le contraire. Voilà. Tout comme
On a sur le cas palestinien des négociations, des talks, peaceful, paix, machin. Mais en réalité, on continue la colonisation des territoires, etc., vu à l'insu des principes onusiens et des résolutions onusiennes. Voilà. Donc, et on trouve, c'est la même astuce, c'est le même principe qui est en Palestine, c'est-à-dire on avance, on essaie de changer au fur et à mesure, de changer les règles du jeu où on accuse l'autre partie. Dans le cas du Maroc, pour ceux qui connaissent bien l'histoire du conflit, tout d'abord, les Sahraouis étaient des communistes. Ils étaient alignés avec Moscou, qui est le plus grand mensonge du siècle. En toute modestie, j'ai publié sur ça. Même le Pentagone aux États-Unis avait apprécié l'article que j'avais écrit pour montrer que les Sahraouis n'avaient rien à voir avec les Soviétiques, et les Soviétiques n'ont jamais reconnu ou aidé le Polisario. Hein. Si vous voulez, on pourra parler de la Russie de nos jours, je pourrais vous en dire quelques mots. Enfin, c'est différent, mais je vous dirai quelque chose sur ça. Après, ils sont devenus des islamistes, donc de communistes, ils sont passés à des communistes. Puis, ils sont devenus des djihadistes avec des liens avec Al-Qaïda, etc. Et bien sûr, tout le monde sait que c'est faux et archi-faux. Et le plus récent, ils sont alignés avec l'Iran, avec Hezbollah, qui les forment, etc. Il n'y a que les idiots qui croiraient que l'Algérie allait laisser des Iraniens passer à Tindouf, ou juste à côté, pour former les forces du Polisario. Tout ça, si vous êtes fervent de Wikileaks, vous verrez que le gouvernement américain dit tout ça, c'est de la blague. Mais ça reste dans les... Hein, on dit quelque chose et comme disait Goebbels, hein, à force de répéter un mensonge, il devient vérité. En 2007, donc, on a trouvé la nouvelle astuce. C'est la dernière astuce et je sais qui était derrière. C'est réellement... Ça s'est passé en France, aux États-Unis, en Espagne, presque en même temps. Ce sont les Espagnols qui ont suggéré cette autonomie. Voilà, on a parlé d'autonomie à partir de 2007 et en remplacement réellement du processus d'autodétermination. Entre parenthèses, je défie quiconque de me dire quel est le contenu de cette autonomie. Le Polisario avait demandé, quand il y a eu les discussions à Manhasset et ailleurs, dites-nous, c'est quoi cette autonomie? Les Marocains refusent d'en parler. Et j'ai au moins un témoignage d'un officiel américain qui m'a dit il n'y a rien dedans. Et on a dit à nos amis marocains, soyez sérieux, arrêtez de... Parce qu'il n'y a absolument rien. Donc, même on proposait une sortie de ce processus de blocage, on ne veut même pas, même quelque chose qui serait favorable au Maroc. Et entre nous, pourquoi que le Maroc refuse, refusant le référendum, puisqu'il a une majorité sur son territoire, enfin sur le territoire qu'il occupe. Donc, pourquoi n'accepte-t-il pas d'avoir un référendum? Ça veut dire qu'il n'est pas sûr de le gagner, non pas à cause des Sahraouis seulement, mais peut-être pour des Marocains qui voudraient vivre sous une république, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que quand je dis israélisation du conflit, ça veut dire quoi? Simplement que l'objectif réellement est d'imposer une situation de fait, hein, de facto, hein, une occupation de fait, comme le fait Israël sur les territoires qu'il occupe illégalement. C'est-à-dire, je construis et je trouve toujours une excuse, et donc je confirme mon occupation et je la fais accepter. C'est ça qui est très important.
c'est de la faire accepter par la communauté internationale, si ce n'est la communauté internationale, par le parrain. Et là, vous avez vu la dernière, par exemple, dans le cas de la Palestine, c'est le fameux deal of the century, le deal du siècle, qui pour les Palestiniens est carrément, on vous donne de l'argent et c'est fini pour vous, tout simplement. Donc, et Hassan II, si vous vous souvenez, il disait, je veux le territoire, mais j'ai besoin, je peux vous donner la citation, je l'ai citée, et il l'avait dit pendant un entretien avec, comment elle s'appelle, Anne Sinclair, l'ancienne épouse de DSK, et il lui a dit, c'était à la télévision, et il lui a dit, ben, mais je veux avec la bénédiction, hein, je veux les clés et avec la bénédiction des Nations Unies. C'est-à-dire que les Nations Unies, que la communauté internationale accepte mon occupation, mon annexion du territoire. Et donc, et là, je tire je dis, si Israël peut faire ça, comment ou pourquoi le Maroc arrive à le faire? Et c'est là où, si l'on creuse, si l'on cherche, le Maroc est certain de l'appui de la France. Donc, Israël a les États-Unis, le Maroc a la France qui est derrière, et ce n'est pas la France seule, il faut bien préciser. Mais sans la France au Conseil de sécurité, les choses se passeraient différemment, parce que, par exemple, par rapport, lorsqu'on a voulu, les États-Unis l'avaient même voulu, sous Obama, faire inclure dans la MINURSO un mandat sur les droits humains, la France y est opposée. Ça, ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait, la France y était opposée et avait menacé d'utiliser son droit de veto. Elle l'avait fait aussi en 2003, avec le plan Baker II. Et la France avait menacé d'utiliser son veto. Donc, au niveau des Nations Unies et au niveau de l'Union européenne, le parrain, le défenseur du Maroc, reste toujours la France pour des raisons que j'essaierai d'expliquer tout à l'heure. Si j'ai tort, on pourra me corriger. Donc, voilà, ça c'est au niveau des institutions internationales. Hier, j'avais parlé aux collègues, quelqu'un qui s'était adressé à vous en anglais, je suppose. C'est un ancien qui a travaillé avec moi depuis très longtemps et qui travaille sur le Sahara occidental. C'est le professeur Stephen Zunes aux États-Unis. Et une fois, il avait posé la question, pourquoi Washington soutient tellement Israël sur le plan militaire, financier, diplomatique, etc. Même dans les violations des droits humains, violations du droit international. Pourquoi? Et il avait répondu. Et donc, moi, j'essaie, je dis, OK, pourquoi la France soutient-elle le Maroc aussi fortement, presque de manière inconditionnelle? Voilà. Pourquoi la France, pays des droits humains, par exemple, et ce n'est pas, c'est une vérité, la France est un pays des droits humains depuis des siècles maintenant. Pourquoi, sur cette question, elle s'oppose aux droits humains? Donc, pour moi, il y a cette contradiction, un conflit entre la légalité internationale et ce qu'on appelle le réalisme politique. Voilà, les intérêts d'État. C'est-à-dire que ce soit les États-Unis ont créé, si vous voulez, Biden l'a dit, celui qui risque de devenir président des États-Unis, il y a une vidéo de son intervention un jour, il a dit, s'il n'y avait pas Israël, on l'aurait créé. Voilà. Parce qu'il y a des intérêts. Il fallait que. Et là, la même chose peut s'appliquer
pour la France, le Maroc, c'est pour des intérêts bien précis et qui datent depuis longtemps. Et comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, ça va de droite à gauche, de gauche jusqu'à le parti de M. Jean-Marie Le Pen à l'époque, qui a rencontré le roi et qui a fait une déclaration dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, ce sont dans le conflit, très souvent, c'est comme vous voyez aujourd'hui, le problème qui se pose en Libye, c'est ces interventions étrangères qui ont des intérêts différents et qui vraiment créent le blocage à toute forme de résolution de conflit. Et là, on a trois. Je vois qu'il y a un ami espagnol qui est là, qui est un spécialiste aussi. Peut-être qu'il vous en dira plus. Isaias, peut-être qu'il vous dira plus sur le rôle de l'Espagne. Bon, j'ai étudié le rôle de l'Espagne. Mais l'Espagne aussi est un allié important du Maroc, qui, pour des raisons que vous comprendrez facilement, l'immigration illégale et le terrorisme. Et bien sûr, les relations économiques, c'est le premier partenaire économique du Maroc. L'Espagne est le premier partenaire du Maroc, la France est le deuxième. Et là aussi, vous verrez que même l'Espagne, qui est normalement qui est l'autorité administrante légalement, elle reste l'autorité administrante parce que le traité tripartite de 1975 a été rejeté par les Nations Unies. Voilà, ça n'a pas été accepté. Voilà. Donc ces interventions empêchent justement cette résolution du conflit. Et moi, je pense que retourner à 1975 ou même à 58 avec l'opération Écouvillon, etc. Mais très clairement, Giscard d'Estaing a été vraiment celui qui avait vraiment dit qu'il n'aurait jamais d'État sahraoui indépendant. Et ça reste le cas de toutes. Je vous défie de voir toutes les déclarations jusqu'à il n'y a pas longtemps, le président Macron qui dit nous avons le Maroc, c'est notre ami, pays stratégique, etc., etc. Donc, et en France, le langage est toujours les provinces du Sud. On ne parle pas de Sahara occidental, on parle des provinces du Sud du Maroc. Voilà. Et parle de la réunification. On utilise même le même langage que les Marocains. Voilà, que la monarchie marocaine. Donc, mon collègue et ami Stephen Zunes, il avait parlé pour le cas d'Israël. Il avait donné un certain nombre de raisons. Et moi, j'ai cherché les raisons. Pourquoi la France soutient-elle le Maroc à ce point où elle porte une mauvaise image par rapport à son rejet de l'inclusion des droits humains dans la mission la mission pour le référendum au Sahara occidental, la mission de la paix, si vous voulez. Il y a, à mon avis, il y a un attachement, une attache sentimentale par rapport au Maroc. Il y a beaucoup d'officiels français qui sont nés au Maroc et qui, certains peut-être ont eu une mauvaise expérience par rapport à l'Algérie à cause de la guerre, mais ces gens ont construit un réseau qui sert de lobby. Quand vous avez un pro-israéli lobby Washington et ailleurs, aux États-Unis, un peu partout, vous avez un lobby à Paris qui défend les intérêts du Maroc au sein des institutions, etc. Les médias, très souvent, on avait, je ne me rappelle plus de son nom,
dont je connais, c'était l'un des premiers journalistes français qui parlait, qui écrivait sur le Sahara, pas Paul Balta, mais quelqu'un qui avait écrit. Et il a dit, j'ai eu toutes les difficultés du monde à écrire un papier objectif sur la question du Sahara occidental. Et regardez les médias, si on parle de Sahara occidental, c'est marginal, ce n'est pas quelque chose que l'on traite, ce n'est pas un sujet même au niveau des universités, etc. On ne voit pas vraiment des thèses sur le Sahara, etc. Donc ça, il n'y a presque pas de mention. Il y a, à mon avis, il y a un ressentiment par rapport à l'Algérie. Donc, moi, j'interviewe beaucoup, j'ai des amis que j'interviewe en France, des officiels, de tous gens, et c'est pratiquement, il y a comme quelque chose par rapport on pense qu'il y a, que le Sahara occidental, c'est l'Algérie. C'est-à-dire, et le Maroc, je pense, a joué, bon, c'est de bonne guerre, a joué sur ça en parlant de l'Algérie a eu les frontières, elle a été favorisée, etc. Et donc, pratiquement, le cadeau, ça serait le Sahara occidental pour compenser soi-disant perte au niveau des frontières. Et les frontières, le Maroc qui était membre de l'Organisation de l'Unité africaine, dont la charte est qu'on ne change pas les frontières héritées de la période coloniale. Voilà, donc ça c'est l'irrédentisme. Donc, j'ai trouvé quelque chose récemment, j'ai trouvé un article qui a été écrit par un jeune professeur au Maroc, et qui a parlé des liens même avec l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire un lobby auprès de l'extrême droite française pour un soutien au niveau de la question du Sahara occidental. Alors, il y a aussi la notion, j'ai un ami, un ancien amiral français, un très bon ami, qui lui pense que pas que lui, c'est-à-dire qu'au niveau des élites en France, il pense que s'il y a un référendum au Sahara occidental, et que bien sûr les Sahraouis vont gagner, il y aurait une déstabilisation de la monarchie et qui coûterait à la France. Le Pen, comme je vous ai dit tout à l'heure, a soutenu la proposition il a été invité au Maroc, il a fait sa petite tournée, et je parle de Jean-Marie Le Pen. Et il a été vraiment, il a soutenu la notion d'autonomie au sein sous la souveraineté nationale marocaine. Voilà. Et j'ai trouvé ça dans un article écrit par un jeune Marocain qui a décrit, qui a parlé des visites, il a donné des noms de gens qui ont eu des contacts avec l'extrême droite pour qui défendent l'occupation du Sahara occidental. Voilà. Et donc et comment, par rapport à la position de l'État français au Sahara occidental, vous le voyez à travers un soutien considérable, un soutien politique considérable, un soutien économique aussi, et des intérêts culturels et autres. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que de droite à gauche, donc, il y a ce soutien au niveau de la question, du Maroc dans la question du Sahara occidental. Il y a d'autres raisons. Il y a le plus grand nombre de tourisme au Maroc vient de France. Il y a des chiffres, je vous les donne, c'est 25% de tous les touristes qui visitent le Maroc viennent de France. Il y a presque 50 000 résidents, 50 000 résidents français au Maroc. Il y a des centaines de compagnies qui se trouvent au Maroc. Et 70% des investissements que reçoit le Maroc viennent de France. Donc, c'est très, très important. Il y a des investissements, il y a des intérêts économiques français au niveau du Maroc. Donc,
il y a ça, et une des, c'est M. Emmanuel Macron qui en a parlé dans un discours à Rabat, je vous donne la date exacte, c'était le 14 juin 2017, où pratiquement, et là on comprend pourquoi le Maroc est revenu à l'Union africaine. Avant, c'était des rumeurs que la France poussait le Maroc à adhérer à l'Union africaine. Et là, il le dit dans un discours, le président Macron dit c'est un allié stratégique et nous travaillons avec en Afrique, c'est notre relais militaire, etc., et dans le monde arabe. Et voilà, donc c'est un allié important dans la lutte antiterroriste. Et donc, c'est pour ça que j'ai tiré un petit peu, ça c'est pour conclure, j'ai tiré un petit peu ces similitudes entre Israël, États-Unis et France-Maroc. Donc, voilà, dans les deux conflits, il y a un pouvoir essentiel derrière soutient un occupant. Voilà. Donc, donc, ça perpétue le conflit. On le voit, comme en Libye aujourd'hui. Plus il y a d'intérêts externes, et plus le conflit va durer. Et on transforme aussi, ce qui est malheureux dans le cas aussi bien du Sahara, des Sahraouis et des Palestiniens, c'est qu'on transforme les victimes en ceux qui offensent le perpétrateur. Enfin, pardon, je fais du franglais, qui deviennent franchement les mauvais. Allez, pour dire dans le langage des cowboys et les bons et les mauvais, les cowboys c'est les bons, les Indiens c'est les mauvais. Et là, c'est les Sahraouis ou les Palestiniens qui sont les victimes et qui deviennent les mauvais dans ce genre de conflit. En plus, il y a des violations de droits humains considérables et qui sont justifiées. On les justifie, hein, malgré la violation. Vous avez vu, il a fallu l'intervention des États-Unis qui a fait pression sur le Maroc pour que Aminatou Haïdar arrête sa grève de la faim. Tout ça parce que s'est prononcée sahraoui et pas marocaine. Et donc, elle a fait sa grève de la faim. Vous avez vu aussi le nombre de députés français qui ont voulu aller dans les territoires parce qu'ils avaient qui s'intéressaient aux Sahraouis, à leurs droits, etc. On ne les a pas laissés rentrer au Maroc. Ils ont été renvoyés illico presto sans qu'il y ait quoi que ce soit de la part des autorités françaises. Je parle aussi des... Il y a plusieurs cas. Il y a l'épouse d'un Sahraoui, d'un prisonnier sahraoui, qui a toutes les difficultés du monde pour voir son mari, etc., etc., etc. Donc, ce qui arrive, et je parle là, ce n'est pas uniquement dans le cas des Sahraouis ou autres, quand ces victimes essaient de se défendre, elles deviennent des terroristes. On les taxe de terroristes, etc. Donc, on change même au niveau du sens des termes. Mais je vous dis, quand le Maroc a réagi à un secrétaire général des Nations Unies qui a parlé d'occupation, alors qu'elle est véridique, qu'elle est vraie que le territoire a été envahi, vous vous posez la question. Et en plus, il se permet de mettre dehors une mission des Nations Unies. C'est aberrant. Et voilà, donc, et moi, ce que je conclus, je dis le deal the deal of the century, hein, le deal du siècle aux États-Unis, des États-Unis à Israël, est pratiquement un peu la même chose que ce que le Maroc, avec le soutien de la France, la soi-disant autonomie au Sahara, oui, c'est à peu près, c'est du pareil au même. C'est-à-dire qu'on donne à la victime, on lui dit, écoute,
la victime, il faut abandonner vos prétentions à l'indépendance ou à vos droits légitimes, mais en échange, vous serez de bons colonisés. Voilà, je vous remercie.